Conakry, 15 février 2017. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition très attentif aux préoccupations des populations. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a rencontré cet après-midi les syndicats, organisations patronales et membres du gouvernement impliqués dans les négociations. Les discussions se poursuivent au palais Sékou-Touria. Le chef de l'État, conscient de la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation, tient à mettre un terme à cette crise afin de permettre aux enseignants et élèves de reprendre très rapidement le chemin de l'école. Nous y reviendrons. Première session de la Commission nationale de planification. La rencontre a mobilisé gouvernement, société civile et autres acteurs de développement. La session a présenté un plan national de développement économique et social. C'est un document qui concrétise la volonté politique du gouvernement à changer le visage de ce pays. Adi Kamara. Les discussions ont porté essentiellement sur des stratégies à mettre en place en vue de valoriser le plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020. C'est un document qui constitue la deuxième génération du plan sous la Troisième République après le plan quinquennal 2011-2015. C'est un jour particulier pour la Guinée parce que c'est la première fois que la Commission se réunit. Et c'est un processus de planification qu'on a voulu remettre sur les rails. C'est absolument indispensable, d'abord dans le cadre de la cohésion de l'action gouvernementale, mais aussi de déterminer le plan comme un cadre de concertation avec les partenaires. La prochaine étape sera la présentation du document au Conseil des ministres. Une fois adopté, ce même document sera finalisé et soumis à l'Assemblée nationale pour son approbation comme loi-plan. Ce document de référence élaboré a tenu compte de tous les enjeux majeurs du développement de la Guinée. La promotion d'une bonne gouvernance, le développement inclusif du capital humain, la transformation économique durable et inclusive et le développement inclusif du capital naturel. La société civile a déjà un document de référence de nature programmatique, mais aussi analytique, qui peut nous permettre de dérouler notre stratégie de contrôle citoyen de l'action publique. Parce que s'il n'y a pas de document de planification, on ne peut pas contrôler l'action publique. Parce qu'il y a tellement de priorités, tellement de choses à venir, on ne pourra pas cerner. Il manquait chez nous cette idée de planification qui touche tous les secteurs de la nation. Toutes les réformes que nous faisons dans notre pays, dans le secteur de la justice, l'objectif recherché, c'est de rapprocher la population à la justice. C'est que la population ait confiance à sa justice. Tout le reste, c'est la littérature. C'est un véritable diagnostic de la situation sociale, économique et politique opéré par les experts nationaux et internationaux pour identifier les tares et apporter des corrections. Ici, le Premier ministre Mamadi Yula a mis l'accent sur les réformes qui ont permis la stabilisation du cadre macroéconomique et la relance de l'activité économique en Guinée. L'impulsion du développement économique et social de la Guinée doit s'inscrire dans une vision commune et partagée avec des séquences temporelles d'opérationnalisation correspondant chacune à des objectifs précis à travers des plans de développement à moyen terme. Ce document, déjà validé par l'ensemble des membres de la Commission nationale de la planification, constitue un bréviaire dans le cadre de l'analyse de la dynamique du développement et du schéma de financement du PNDS. Et puis en plus bref, tenu à Conakry de la 26e session du Conseil d'administration du Fonds d'entretien routier. Au centre de la rencontre, l'examen et l'adoption du projet de budget de 2017 et la présentation du rapport d'activité. Le budget d'investissement de cette année s'élève à 280 milliards de francs guinéens. À Ratoma, les compteurs après paiement ne sont pas bien accueillis par les populations. Des individus non encore identifiés ont vandalisé les compteurs déjà installés chez les premiers clients de EDG, un comportement que l'administration générale de EDG condamne avec la dernière énergie. Nabi Kamara fait le point. La pose des compteurs après paiement se poursuit dans la ville de Conakry. C'est un projet phare de l'électricité de Guinée qui vise à moderniser le système de gestion de l'entreprise. L'opération va aider à mettre fin à l'émission des fausses factures d'électricité et les contestations entre EDG et ses clients. Après Kaloum et Dixine, l'équipe technique de pose de ces compteurs est depuis près de 3 semaines dans la commune de Ratoma. C'est la pose systématique que nous sommes en train de faire, surtout dans les zones de haut standing et des professionnels
Ça va se tendre juste la commune de Conakry et l'intérieur également du pays. Tout le monde sera soumis à la pose de ce compteur après paiement parce que l'énergie qui est produite doit être payée. Et en fonction de cela, le compteur après paiement permettra aux clients d'économiser, rationaliser sa consommation. Plus il rationalise, plus il paie moins. Malheureusement, à peine l'équipe technique de EDG finit de poser les compteurs chez les clients qui en ont fait la demande, des personnes mal intentionnées sont venues les vandaliser. Le constat démontre que ce n'est pas les clients où on a posé les compteurs qui ont cassé, parce que les compteurs sont posés sur haut de poteau. Comment ils ont pu grimper jusqu'au poteau, descendre le compteur, l'endommager. Donc c'est une question très pertinente. Parce que si ce jour-là, les clients n'étaient pas prêts, on n'allait pas les obliger à le faire. Mais c'est volontairement qu'ils ont accepté. Nous avons posé les compteurs à Kaloum. Tout le monde parle. Kaloum aujourd'hui, il y a plus de 1000 et quelques compteurs et les gens sont en train tous de faire la demande de pose de compteurs. Donc ça évolue très bien à Kaloum. À Dixine, on a commencé. La campagne d'information et de sensibilisation doit être privilégiée par EDG pour permettre à chaque citoyen de la capitale et de l'intérieur du pays de comprendre le bien fondé de ce projet de pose des compteurs après paiement dans les familles. Nabi Kamara, c'est un dossier à suivre. La lutte contre la trypanosomiase humaine africaine prend de l'ampleur avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Un projet vient d'être lancé dans ce sens. Dans la préfecture de Bofa, plus de 4000 écrans bleus sont installés pour servir de moyen d'élimination de cette maladie. Suivez les précisions de ça à Maratono. Le district de Bakia, dans la sous-préfecture de Tanene. Derrière les maisons de ces villages, des écrans bleus imprégnés d'insecticides. Ces drapeaux sont une arme efficace pour éliminer les mouches CC, agents vecteurs de la trypanosomiase. Cette nouvelle approche de lutte antivectorielle est l'initiative du Programme national de lutte contre la trypanosomiase avec l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous voyez un peu sur l'écran, qu'on appelle l'écran là, il y a deux couleurs. Il y a la couleur bleue et la couleur noire. La couleur bleue sert d'attractif. C'est cette couleur qui attire les mouches à partir de la réfraction lumineuse. Lorsque la mouche s'approche, elle va voir tout à l'heure les deux couleurs à côté. Elle va penser que c'est un napa, c'est-à-dire que c'est un corps humain, surtout le noir, puisque la trypano existe en Afrique noire. Et donc, pour lui, c'est un humain, c'est son appât où il faut prendre son sang. Et donc, quand il va se poser dessus, alors que pour cet écran, il est imprégné d'insecticides qu'on appelle un pyrétrinoïde. Elle peut mourir dans les 10 minutes qui suivent. Plus de 4000 écrans bleus sont installés dans la zone est du Rio Pongo, l'un des principaux foyers de la maladie en Guinée. Experts internationaux, membres du programme national de lutte et représentants de la communauté visitent les installations. Depuis l'installation de ces écrans, ça a beaucoup changé. Parce qu'avant, nos parents mouraient de la maladie. Mais maintenant, depuis l'installation de ces écrans, il n'y a pas eu maintenant de cas de perte en vie humaine ici. Donc même nos collègues, nos frères qui sortent sur la mer, nous disent souvent que vraiment il y a une amélioration, il y a vraiment l'animal qu'on appelle, l'animal, la moustique qui piquait des gens, qui ne les prennent plus. Aujourd'hui, on regarde les écrans, les drapeaux. Et c'est très bien. C'est les habitants, les gens ici ont fait un très bon travail et ils gagnaient la guerre contre les mouches. L'installation de ces écrans bleus est l'une des composantes du projet de lutte contre la trypanosomiase. Baptisé Trypano, il a pour objectif de fixer plus de 10 000 écrans bleus par an à travers le pays. L'objectif est l'élimination de cette maladie d'ici à l'an 2020. Santé encore, la Guinée et ses partenaires s'activent dans la lutte contre le VIH-Sida par le biais de la sensibilisation à base communautaire. Les acteurs de la santé parviennent à accroître le taux de dépistage du VIH-Sida. L'ONG Fraternité Médicale Guinée est très active sur le terrain à cet effet. Adia Toubari, reportage. Dans la lutte contre le VIH-Sida, l'approche communautaire est l'une des stratégies privilégiées. C'est aussi l'option de l'ONG Fraternité Médicale Guinée pour réduire le taux de contamination de cette pandémie. Subventionnée par le Fonds mondial,
Elle fait la promotion de la gratuité de la prise en charge des personnes testées positives du VIH-Sida et le dépistage. L'activité consiste vraiment à faire la promotion, comme vous venez de le dire, autour de ces sites pour que les populations soient informées que les services du VIH sont gratuits dans ces cliniques privées. Puisque dorénavant, les gens pensent que les cliniques privées, tout est vraiment payant. Mais grâce à l'appui du Fonds mondial et l'implication du programme national et du comité national de lutte contre le sida, aujourd'hui, la prise en charge du VIH est gratuite même dans ces cliniques privées. La campagne est menée par 15 animateurs communautaires. Avec un véhicule sonorisé, ils sillonnent les quartiers et les cliniques privées. Des messages sont véhiculés dans les différentes langues nationales. Sidafa Chérif vient aussitôt faire son dépistage. À 28 ans, il connaît ainsi son statut sérologique. Je suis très content. Dans le résultat, je suis séronégatif. Ça veut dire que j'ai un test négatif. Voilà. Je n'ai pas le sida. C'est ce que mon test me dit. C'est ce que le médecin aussi vient me dire. Une fois le résultat sorti, et on se charge de leur communiquer, de leur faire une restitution, un deuxième counseling, c'est-à-dire le comportement que le patient, le volontaire doit faire, si le résultat il est négatif ou il est positif. En tout cas, le rassurer pour la prise en charge et tout, et lui dire comment il doit se comporter à l'avenir. Par le biais du Comité national de lutte contre le sida, Fraternité médicale Guinée a bénéficié d'une enveloppe de 206 000 $ pour son projet VIH-Sida. Cette ONG a déjà formé 100 prestataires de santé dans la lutte contre le VIH-Sida et réalisé plusieurs activités de conseil de dépistage volontaire. Environnement, la Guinée vers la réalisation d'un nouveau projet de résilience et d'adoption au changement climatique. La validation de la note conceptuelle du projet a eu lieu ce mercredi à Conakry. C'est à la faveur d'un atelier. Il est envisagé de réhabiliter la mangrove en zone côtière. Bernard Tanguino. Dans cette salle, les acteurs chargés de la préservation de l'environnement et les partenaires internationaux. Tous se concertent sur le contenu de la note conceptuelle du projet de résilience et d'adaptation au changement climatique en Basse-Côte. Un projet qui devrait permettre la réhabilitation de la mangrove, aujourd'hui dégradée par l'action de l'homme. Nous avons réuni aujourd'hui toutes les parties prenantes, les services techniques concernés, les membres de la société civile pour expliquer et amender cette note conceptuelle qui a été élaborée par des consultants étrangers et guinéens en vue d'apporter les mesures correctives pour qu'on puisse avoir un financement. Si la procédure est respectée, le document est correctement monté, il n'y a aucun problème que le fonds vert puisse faire face à cette mobilisation de ressources. Je dois dire que le fonds vert finance des projets de grande taille. Donc 50 millions de $, ce n'est pas de la mer à boire. Si c'est bien monté, le pays peut espérer avoir ce financement du fonds vert. Au cours de cette rencontre, des sites d'intervention du projet seront sélectionnés selon le degré de dégradation. Des recommandations vont être formulées pour la réalisation rapide des activités. Il est cependant regrettable de constater que la zone côtière guinéenne est exposée au risque d'élévation de la température et de surface et du niveau de la mer. Donc c'est pour ça que je lance aujourd'hui un appel solennel à tous les partenaires au développement de s'associer à nous pour appuyer le gouvernement à mettre en place des mécanismes de financement pouvant permettre d'atténuer les risques climatiques en zone côtière. Déjà, plusieurs experts internationaux sont mobilisés pour appuyer le département de l'environnement dans l'élaboration du présent projet. Un projet qui vient poursuivre les efforts déjà entrepris pour la restauration de la faune et de la flore en zone côtière.
Les cadres de l'Office national du pétrole sont en formation à Conakry. Elle est axée sur la chaîne de production et d'exportation pétrolière. La démarche vise à créer une expertise locale dans les hydrocarbures en Guinée. Cette formation est assurée par l'Institut français du pétrole. Nous y reviendrons. La Guinée assure la présidence de l'OHADA. Le ministre congolais de la Justice vient de passer le témoin à son homologue de la Guinée. Maître Cheikh Sako tient désormais les rênes de l'OHADA. C'est à la faveur de la 43e session du Conseil des ministres de cette organisation. Thierno Younoussaba, de nombreux défis attendent le nouveau président de l'OHADA. Regardez. Comme la Guinée, 16 pays adoptent des règles juridiques communes adaptées à l'environnement des affaires. Le Congo, membre de l'espace, achève sa mandature à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Je place entre vos mains ce maillet avec son socle qui est symbole du pouvoir, c'est-à-dire la présidence du Conseil de ministres de l'OHADA. Sa présidence a abouti à plusieurs décisions comme l'adoption de l'acte uniforme relatif aux droits comptables. L'OHADA a connu un dynamisme remarqué sous la présidence du Congo. En une année seulement, j'évoquerai en tout premier lieu la finalisation pour le plus grand bien de nos économies de la révision de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. La Guinée est un des pays fondateurs de l'organisation. Pour la première fois, elle va occuper la présidence tournante de l'OHADA. En 2017, la Guinée compte marquer son passage à la tête de l'institution, alors que le défi des investissements se pose avec préoccupation dans les États parties. Je puis vous assurer, au nom de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, à partir de cet instant même, et pour l'année 2017, que mon pays ne ménagera aucun effort en vue d'assurer non seulement la consolidation des acquis, mais aussi la réalisation de nouveaux succès à l'OHADA pour l'année 2017. L'OHADA, ou l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est née d'une volonté de renforcer la sécurité juridique pour mieux garantir la conduite des affaires pour gagner le pari de l'Afrique pour le développement. Ici à Conakry, si vous empruntez l'autoroute Fidel Castro, vous trouverez au rond-point du camp Alpha Yaya Yalo un logo d'une organisation internationale. Il s'agit du monument du centenaire du Lions Club. Il a été inauguré par le président international du Lions Club. Ce monument est dédié aux causes humanitaires. Tierno Ousmane Diallo a visité ce monument. Regardez. À 35 mètres du sol, un monument qui rappelle l'engagement de l'une des plus vieilles organisations humanitaires au monde. Le Lions Club a 100 ans d'existence et l'inauguration de ce monument est l'un des éléments phares du séjour de travail en Guinée du président international du Lions Club. Les lions du monde entier sont en train de célébrer le 100e anniversaire de la création de l'association Lions Club. Donc partout dans le monde entier, tous les pays sont en train de mettre un monument en place pour célébrer cet anniversaire. Les lions sont en train de travailler dans plusieurs domaines et nous sommes en train de faire de notre mieux pour transformer ce monde en un monde meilleur. Au rond-point du camp Alpha Yaya Diallo, le monument du centenaire du Lions Club est remarquablement visible à de longues distances. Le choix de ce site n'est pas un hasard. Tout un message se cache derrière ce sur quoi est installé le monument. C'est le lieu de remercier les autorités de la Guinée qui ont bien voulu accepter que ce monument puisse être érigé ici. C'est un monument qui représente une montagne, puisque le slogan de cette année, c'est gravir les obstacles, gravir les montagnes. Et nous avons mis le logo de notre association au sommet de cette montagne. Fondé en 1917 aux États-Unis par Elvin Jones, le Lions Club est aujourd'hui une organisation humanitaire présente dans 200 pays avec plus d'1 million de membres. Tous sont tenus obligés de consacrer une partie de leurs ressources financières et physiques à des actions en faveur des démunis,
En Guinée, leur contribution va cette année être marquée par un appui aux malvoyants et aux services de santé. Sport foot, le Sili Junior poursuit ses matchs préparatoires à Johannesburg, en Afrique du Sud, avant de rallier la Zambie. Le Sili a livré un match amical contre le Soudan. Score final, 3-1 en faveur de notre 11 national. Voici le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mohamed Mpati Kamara, Kadetou Traoré. Après son match amical gagné contre le Soudan, le Sili Junior poursuit sa mise au vert à Johannesburg. Après 4 journées d'intense entraînement, Mangu Diallo livrera son deuxième match amical mercredi face à un club de première division sud-africaine. J'ai essayé de rectifier un peu par rapport à ce qu'on a fait pendant le match contre le Soudan. Et puis en fonction de ça, j'ai mis un travail de taureau et puis 4 couleurs différentes et un joker. Souvent, des jeux dans des intervalles, ça nous embête beaucoup plus. Avec une seule passe, on peut éliminer 2-3 joueurs. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire pendant le jeu de taureau. Après, j'ai travaillé beaucoup plus la finition parce que vous n'êtes pas sans savoir que le plan de la Guinée ici, on a toujours du mal à mettre le ballon au fond des filets. Donc le dernier geste c'est toujours difficile. C'est ce que j'ai travaillé beaucoup plus cet après-midi. Et après, j'ai terminé par le jeu parce que déjà j'ai un match à préparer, comme je l'ai dit, demain contre une sélection nationale. Dans ce groupe composé de 21 joueurs, dont 18 venus des différents clubs de Conakry et 3 professionnels vivant tous au Portugal, l'ambiance est bonne. Ce qui marche dans ce groupe, c'est la cohésion. On s'entend tous ensemble. On est là, on se bat ensemble sur le terrain. Et c'est qu'il n'y a pas d'individualité au fait parmi nous. Le Sili Junior poursuit sa préparation ici à Johannesburg jusqu'au 22 février prochain, date de départ pour la Zambie, pays hôte de la CAN Junior 2017. Et puis, football guinéen en deuil, l'attaquant du Sili national Momo Wandel Souma a regagné sa dernière demeure ce mercredi au cimetière de Cameroun. Décédé lundi par suite d'un arrêt cardiaque, Momo Wandel a eu droit à un dernier hommage de ses parents, amis collaborateurs. Wandel était jusque-là entraîneur de l'Étoile du Guinée, un club de Ligue 2. Dors en paix. Et puis, quelques informations qui viennent de nous parvenir. Le complexe du laboratoire du Centre russo-guinéen de recherche scientifique en épidémiologie et de prévention des maladies infectieuses a été inaugurée aujourd'hui. L'infrastructure donc financée par la République fédérale de Russie en collaboration avec la Guinée. Ce laboratoire de dernière génération va permettre de diagnostiquer les maladies infectieuses en Guinée. Je vous le disais en début du journal, très attentif aux préoccupations des populations, le président de la République, professeur Alpha Condé, a rencontré cet après-midi les syndicats donc, organisations patronales et membres du gouvernement impliqués dans les négociations. Les discussions donc se poursuivent au palais Sérotoria. Le chef de l'État, conscient de la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation, tient à mettre un terme à cette crise afin de permettre aux enseignants et élèves de reprendre très rapidement le chemin de l'école. Ces images viennent donc de nous parvenir à l'instant même. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.